Maintenant que notre projet a été créé, donc que ce soit par un import ou une migration de projet depuis des définitions ou autres, on peut commencer à s'amuser, à jouer, à lancer des requêtes. Alors, premièrement, donc comme je vous le disais tout à l'heure, API ici, donc le menu API contient l'ensemble de nos définitions. Donc ici, on voit qu'on est sur le endpoint de Rec4 Secure Accord Hotel, avec derrière les requêtes qui sont sur l'email available, et ici, donc il a appelé méthode 1, mais c'est pour ajouter des utilisateurs. Donc de là, on peut, je vais vous présenter quand même rapidement l'interface. Donc ici, en fait, c'est le contenu global de notre requête. Donc on retrouve ici la méthode utilisée, donc dans notre cas un get, le endpoint, les ressources, donc là on est sur web user v1, et derrière les paramètres avec le token, l'app-id et l'email utilisé dans la requête. Donc les différents paramètres qu'on voit ici, en fait, c'est ceux qui sont exposés ici. Donc on voit bien ici avec les names app-token, app-id et email avec les différentes valeurs, leur type. C'est-à-dire qu'ici on est sur du query, donc ce sont des paramètres qui vont venir compléter l'URL globale de la requête. Donc si on passe par exemple sur l'onglet row, scène devant. Si on passe voilà, sur l'onglet row, on voit l'intégralité de la requête qui va être lancée. Donc on retrouve nos fameux app-token, app-id et email à la suite. On pourrait avoir en plus des paramètres, par exemple, type header. Je vais un exemple comme ça. Hop, je supprimerai, mais par exemple, ça, on peut lui spécifier en header, c'est-à-dire qu'il ne le mettra pas ici en paramètre, mais en revanche, il viendra au moment de l'exécution de la requête, il viendra l'ajouter ici. Et donc ici, on retrouve notre réponse. Donc là, du coup, je lui demandais si mon user, donc celui-là, cette adresse mail-là existait au niveau de l'API user, donc effectivement il existe, mais il m'indique bien que derrière le compte c'est un utilisateur et non pas un subscriber. Chez moi, ça marche pas ce endpoint là, c'est normal. Euh, T'as mis quelque chose dans Hôte? ouais, t'as le proxy d'activer ou pas? Euh, Tu le Alors, vois en haut à où? droite, En haut à droite, proxy, ouais. J'ai un petit truc. Proxy off à ce moment-là? ouais, mais off pour moi. Yes, perfect, thanks. Bon, ok. Yeah. Merci, c'est. J'ai cherché pareil en fait. Merci. D'accord, ouais, effectivement, j'ai un doute sur le proxy. Hop, je me le note. Ok. Donc ça, c'est pour l'interface globale de la requête. Donc, pour ajouter une requête, on fait un clic droit donc sur ici la requête qu'on veut ajouter, add to test case. Donc on va plutôt ajouter plutôt celle-là. Donc ici en fait on retrouve l'intégralité des requêtes de notre service. Donc hop, comme tout à l'heure on enlève les assertions, on verra plus tard. Donc moi j'ajoute par exemple la requête add user. Donc étant donné qu'au niveau de SoapUI j'ai aucune structure, il va me demander de créer un test suite, donc qui sera notre normalement ce qui correspond à notre scénario. Hop, je vais laisser test suite. Et ensuite un test case qui sera voilà, un cas de test beaucoup plus spécifique. Donc on peut avoir par exemple un test suite connexion à l'application et dans les test cases connexion OK, connexion KO, connexion avec d'autres comptes. Enfin, voilà. Après ça c'est vraiment des aspects fonctionnels sur des nomenclatures de votre côté. Et donc le step name. Donc ici on ajoute non il a mis get user. Voilà, je peux laisser get user. Et donc voilà. Donc là, il a créé mon test suite, mon test case, et il m'a rajouté ma requête. Alors, ce qui est important à savoir, donc en fait, ici, il récupère les différents éléments qui sont définis côté API.
C'est-à-dire que si là, je rajoutais n'importe quoi, il me les ajoute pas. En revanche, si j'avais ajouté ces nouvelles informations avant d'importer la requête, là, il me les aurait mis. Si je fais ça. Voilà. Là, il a bien rajouté les différents les éléments que j'ai rajoutés. Donc ça, c'est important à savoir. Du coup, on pourra voir plus tard qu'au niveau de la variabilisation, si on variabilise assez tôt nos requêtes, après quand on les met dans nos test cases, on peut justement avoir à éviter de retaper nos différentes variables. Hop, donc ça, pas besoin. Donc, pareil, je rajoute ma deuxième requête. Donc ici, je retrouve bien du coup mon test suite et mon test case. Si je voulais, j'aurais pu en rajouter ici en faisant un clic droit, donc add test case ou test suite. Et je crée. Donc au niveau de l'exécution, donc toujours au niveau du référentiel, bien s'assurer au préalable que les requêtes fonctionnent. Alors oui, non, si je laisse ça, ça passera pas. Donc c'est au moins déjà on sait qu'au niveau si au niveau du référentiel la requête fonctionne, on sait que derrière quand on la glissera, on n'aura pas de souci. Et donc si je mets ça, alors, hop, là il me dit juste que mon mail existe déjà. Donc voilà, hop. Donc on retrouve bien ici le contenu de notre réponse. Alors, faire un petit laïus dessus. L'affichage standard est le plus sympa, donc c'est ici c'est le outline. Donc en fait il expose complètement la réponse et on peut du coup voir les différents nœuds avec les valeurs correspondantes. On peut également l'avoir au format RAW. Donc ici on peut retrouver justement en plus les headers de la réponse avec la réponse qui est ici sur la ligne. Et après on peut les avoir aussi, alors là du coup format HTML, mais forcément on n'a pas le contenu qui correspond, donc en JSON et en XML. Et Overview qui est un petit peu moins sympa l'utilisation. Mais voilà, au niveau de vraiment l'affichage principal a été propre du coup à Ready API, c'est le outline. Donc une fois qu'on s'assure que nos requêtes fonctionnent bien, donc on les ajoute dans nos test cases, et après donc on les retrouve ici et l'utilisation est la même. Ah oui, donc toujours pareil, alors ça c'est pas propre à Ready API, c'est vraiment propre à API User qui me dit que les mails existent déjà. Donc j'avais déjà mis un petit paquet. Désolé, j'ai dû pourrir vos bases, Nicolas. Moi, c'est pour les nôtres. Bon bah c'est bon. Voilà. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Alors, on va voir quelque chose ici qui sera utile et qu'on utilisera plus tard. Euh, euh, donc Ready API est propre, enfin, est capable de faire de l'automatisation depuis, par exemple, la Software Factory ou autre. Euh, donc on verra plus tard, mais du coup, on peut ajouter des tags pour différencier nos test cases et nos test suites. Alors là, forcément, on n'a qu'un seul test suite et un seul test case, donc c'est assez simple, mais on peut prendre par exemple des API data ou autres où on a des dizaines de test suites, ça devient vite le bazar. Donc en fait, on peut assigner des tags, et c'est ce qui permettra de filtrer notre référentiel. Enfin, pas notre référentiel, mais plutôt nos tests. C'est-à-dire que si on se dit bah ce test case là est propre à je sais pas à faire des tests de non-régression, on peut le taguer TNR. Et sur toute la liste ici des test cases, on pourra venir filtrer et dire bah dans ce cas-là, moi je veux uniquement voir mes test cases qui servent à faire de la TNR. Et donc on n'aura que le ou les test cases qui ont été tagués. Même principe pour les test suites, on peut appliquer des tags spécifiques. Par exemple, si on veut que ce test suite soit aussi tagué TNR, hop, on le verra ici et on pourra le filtrer par derrière. Cette notion de tag est assez importante par la suite parce que quand on lance les tests depuis la Software Factory, on a absolument besoin de ces tags-là.
sinon il va jouer l'intégralité du projet et c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc ça c'est un petit laïus qu'on pourra revoir jeudi. Ça on est bon. Alors, donc on a vu comment lancer unitairement nos requêtes pour s'assurer qu'elles fonctionnent, donc via le bouton send. On peut également jouer l'intégralité de nos requêtes donc depuis le test case. Donc il suffit de se mettre sur le niveau du test case et cliquer sur le bouton play. Et donc lui, voilà. Alors là forcément elle reste grise, mais du coup il nous met bien ici qu'elles sont passes. Normalement il les mettra à verte ou à rouge quand on rajoutera des assertions, donc des validations. Mais là en fait il a bien joué l'intégralité des test cases, des tests. Alors, point important, c'est qu'il les joue bien dans l'ordre où il les affiche. Donc d'abord add user et après le get user. Donc ça sera important par la suite quand on vient de rajouter des data sources ou des scripts Groovy, etc. C'est il utilise vraiment dans cet ordre-là. Et donc, même principe, on peut jouer notre test suite directement au niveau du test suite. Et donc là, il va jouer l'intégralité de notre test case. Alors là, il le met à passe parce que on n'a aucun contrôle derrière, mais on voit par exemple ici qu'on a voilà, la réponse c'est que le mail existe déjà. Donc pour lui, il s'en fiche, c'est-à-dire qu'il a bien un retour du côté de l'application, donc il y a pas de souci. Après, si c'est pas le contenu qu'on veut, ça sera autre chose qu'on pourra filtrer. Donc ça, c'est pour jouer les exécutions. Donc quand on est au niveau du test case ou du test suite, on a potentiellement les mêmes onglets. C'est-à-dire qu'on a notre transaction log. Donc, quand on clique dessus, on peut voir justement ce qu'il a fait. Donc, on voit qu'il a joué notre test case, que le retour est à pass, et que derrière, au niveau de ce test case, il a joué le add user et le get user. Donc on peut cliquer sur open pour voir en fait ce qu'il a réellement exécuté. Donc là, pour le moment, on met des informations en dur, donc on le sait, mais si par exemple on met des variables avec des boucles, ce genre de choses-là, ou des chiffres random, on pourra voir spécifiquement ce qu'il a envoyé. Donc ça sera assez utile dans le cadre de faire des débugage ou autre quand on sait pas forcément trop ce qu'il a fait, surtout s'il boucle plusieurs fois sur les tests. La petite route dentée ici permet d'ajouter des paramètres spécifiques au test case. Après, on a par exemple celui-là qui est assez important, c'est le abandon error, c'est-à-dire que par défaut, il est coché, et dès qu'il y a une erreur au niveau du test case, il arrêtera l'exécution. Donc ça, c'est pas forcément utile. Des fois, on veut vraiment qu'il fasse le déroulé jusqu'au bout pour avoir plusieurs erreurs, donc on peut venir le décocher. Voilà, on peut aussi dire que si j'ai un test step qui a fail, dans ce cas-là, l'intégralité de mon test case est fail également. Donc ça, tout ça, ça se paramètre au niveau du test case, via la roue dentée. Donc ces paramètres-là, on les retrouve aussi, alors pas au niveau du test suite parce qu'il prend ceux du test case, mais on retrouve aussi nos transaction log, ce genre de choses-là. Et donc on a également un mode debug. Alors lui, on l'utilise assez peu. Alors, je crois que normalement, si vous cliquez dessus, il vous fera reboot le Ready API. Il n'est pas activé par défaut. Donc lui en soi, il est surtout intéressant quand on passe par l'utilisation de Groovy Script. On peut mettre des points d'arrêt sur nos scripts Groovy et du coup lui s'arrêtera et on pourra voir à un instant T quelle variable à quelle valeur. Mais ça c'est plus sur du débugage. Hop. Au niveau du test suite, on a une autre fonctionnalité qu'on n'a pas dans le test case, c'est comment lancer les tests. Par défaut, il les met en séquentiel, c'est-à-dire qu'il va d'abord jouer dans l'ordre qu'il aura défini ici, donc notre test case 1, 2, 3, etc. On peut également les mettre en parallèle, et du coup il lancera directement l'exécution de tous les test cases en même temps. En revanche, le contenu des test cases, lui, par contre, respectera l'ordre des requêtes qui est établi, parce que s'il les exécute n'importe comment, ça devient vite le boxon, surtout si on définit une hiérarchie bien spécifique.
Donc, comme je disais ici, pas de bouton paramétrage parce que du coup, lui, il récupère les paramètres de chaque test case. C'est-à-dire que pour notre test case 1, si on veut qu'il y ait une erreur et qu'il s'arrête tout de suite, il arrêtera l'exécution. Par contre, le test case 2, lui, pourra continuer en cas d'erreur. C'est utile quand on a des tests fonctionnels bien définis et bien précis qu'on veut tester. Et donc, on a également notre mode debug qui est présent. Et donc, on peut aussi lancer l'intégralité du projet. Donc là, on voit l'ensemble des test suites et non plus les test cases, mais même principe, pas de bouton paramétrage parce qu'il va prendre ce qui était défini dans les test cases, et on retrouve notre bouton play et debug. Et donc, dernière partie, on peut créer des rapports. Voilà. Je prends ici. Donc, on a des rapports classiques, c'est juste des rapports imprimables. On a en JUnit, de l'export de données, si vous voulez faire plutôt une consolidation de votre côté, ou des rapports Allure. Alors ceux-là, on les reverra un petit peu plus tard. Du coup, c'est ces rapports Allure qu'on on utilise pour la Software Factory. Mais donc, si vous voulez juste un rapport simple, imprimable, hop, donc on sélectionne, on fait OK, et il génère le rapport. Voilà. Mais celui-là est particulièrement moche. Donc c'est pour ça que c'est pas celui-là qu'on utilise. Mais en tout cas, voilà, c'est bon à savoir qu'on peut faire des rapports. On peut également, avec l'onglet dashboard, faire des tableaux de suivi, mais c'est pas assez complet. Donc c'est vrai que l'utilisation des rapports, notamment des rapports Allure, est quand même beaucoup plus recommandée. Alors, je vais essayer d'en faire un rapidement. Donc là, par contre, ça, au niveau des exercices, je vous ai pas demandé de le faire parce qu'en fait, il faut installer 2-3 trucs derrière. Mais voilà, quand on fera la Software Factory, il y aura pas nécessité. Donc voilà, donc là, ce rapport est un peu plus sympa, et donc on retrouve notre test suite qui a été exécuté avec derrière quel test case et les deux requêtes qui ont été lancées. Donc là, au niveau des statuts, donc forcément un no parce qu'on n'a pas mis de validation, mais on verra après qui peut en mettre. Ok, alors si, ouais, petite info pour les rapports Allure, donc dans le répertoire qu'on met ici pour stocker puis générer le rapport, ne surtout pas mettre d'espace, sinon ça fonctionne pas. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la partie création de tests et exécution.